Voilà, donc une petite vidéo pour le TP sur la chute verticale, donc qui correspond au chapitre sur les mouvements. Donc voilà ce qu'on était censé faire en classe. Donc en guise d'introduction, on va voir donc la vidéo de Félix Baumgartner qui a battu le record du monde de hauteur de chute libre. Donc il est parti à 38 km d'altitude, je crois, 38 ou 39 km. Donc chute libre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on tombe et la seule force qui agit, c'est le poids. En fait, quand on est en haute altitude comme ça, il n'y a quasiment pas d'air, donc quasiment pas de frottement. Donc vraiment, la seule force qu'il y a, c'est le poids. Donc la vraie définition de chute libre, c'est lorsqu'il n'y a que le poids qui agit. À partir du moment où il y a des frottements et donc il y a de l'air, on n'est plus en chute libre. En fait, on est en chute freinée en fait. Donc on voit que la vitesse augmente, du mal à le suivre du coup. Donc puisqu'il y a le poids qui tire vers le bas systématiquement. Donc il y a du coup forcément une augmentation de la vitesse et qui est faisable à partir du moment où justement où il n'y a pas d'air. Donc il n'y a pas de frottement qui vont ralentir. Donc il peut être en accélération. Normalement, un parachutiste, quand il tombe dans l'air, il est limité à 200 km par heure. Là on voit qu'il a largement dépassé parce que donc il n'y a pas d'air, donc pas de frottement. Donc je vais vous passer un petit peu les détails. Donc on peut raccourcir, vous la vidéo vous pouvez la trouver sur internet. Donc voilà, ça fait 4 minutes qu'il tombe. Et à un moment donné, il va ouvrir c'est fait, il ouvre le parachute. Voilà. Il arrive sur le sol. Un petit peu de vent. Et voilà, il est arrivé sur le sol. Donc sans encombre. Alors ensuite, pour une analyse de TP, pour essayer de simuler un petit peu cette chute de l'Autrichien, on va juste prendre une balle, et donc une balle qui va être suffisamment lisse, suffisamment petite pour estimer qu'il n'y a pas de frottement d'air. Donc elle va tomber, et on va pouvoir en fait la suivre point par point. Et c'est ce qu'on peut faire ici. Donc on a ce qu'on appelle une chronophotographie, donc c'est-à-dire qu'on a des superpositions d'images avec toutes les positions de la balle ici. Et pour ça, donc il faut un logiciel qui s'appelle Atelier scientifique qui est au lycée, qui permet de positionner un repère, donc une origine. Généralement, on met au début à la première image, on a l'axe X et l'axe Y ici. Alors là, j'ai mis l'axe Y vers le bas, alors qu'on va voir dans le résultat qu'en fait, il est vers le haut, parce qu'on va voir que des Y négatifs. Donc ça veut dire que la flèche, elle était plutôt vers le haut, et donc ça donnait des Y négatifs. Et donc, on peut, avec la souris, avec ce logiciel atelier scientifique, on peut pointer, donc marquer chaque balle, et donc on clique sur chaque balle, et en même temps, ça va nous donner le X et le Y de chaque balle. Enfin, c'est la même balle, mais à différents moments. Et donc, on va avoir, du coup, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, en fonction du temps, donc, puisque toutes les images, elles sont intervalles de temps réguliers, donc là, par exemple, tous les 0,05 secondes, donc on a le temps à chaque image, et du coup, on va voir une position X. On voit que cette position X, elle bouge quasiment pas. Pourquoi? Parce que comme on est le long de l'axe Y, on a un X qui est égal quasiment à 0 tout le long. Alors, hormis quelques petites variations, donc ce qui voulait dire que peut-être la caméra était légèrement penchée, elle n'était pas totalement horizontale. Par contre, au niveau du Y, voilà, on se retrouvait en fait finalement, on a 0 à la fin, ça voulait dire qu'on met telle origine en fait ici, l'axe Y vers le haut, puisqu'on voit que le Y il se met à diminuer en fait. Donc du coup, c'était pas tout à fait la prise d'information, là, n'était pas tout à fait comme sur cette image ici. Mais sinon, le principe reste toujours le même, un axe X, un axe Y. Si on change le sens de l'axe Y, ben, du coup, les valeurs, elles vont monter ou descendre, ça dépend dans quel sens on est. Il suffit de réfléchir un petit peu à ça. Donc après, on va reprendre comment pouvoir déterminer une vitesse. En fait, une vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est une distance divisée par un temps. C'est-à-dire quand on veut une vitesse à un point donné, on a soit la technique des 3 points ou alors la technique des 2 points. Donc technique des 3 points, on prend le point juste après et le point juste avant. On va déterminer avec une règle la distance. Alors évidemment, plus le virage est serré et plus ça va entraîner d'erreurs en fait, parce que le parcours qui est là arrondi, il est bien plus long que la corde, ce qu'on appelle la corde. Ça fait un arc avec une corde. Et donc, il va forcément y avoir une marge d'erreur. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre deux temps. Il y a un intervalle de temps ici, un deuxième intervalle de temps pour trouver la distance. Donc ça va nous faire cette distance ici qui est en bleu, divisée par deux fois l'intervalle de temps entre les points. Et ça va nous donner donc une distance sur une durée, donc ça va nous donner une vitesse en valeur.
Là, si je veux ensuite tracer le vecteur vitesse, donc comme j'ai la valeur de vitesse, je vais positionner la bonne direction, donc il va être parallèle à ce trait bleu ici. Et donc, on va dire que le vecteur vitesse, il est tangent à la courbure, à la trajectoire ici. Alors, si on veut faire la technique des 2 points, ben, qu'est-ce qui se passerait? Technique de points, donc on veut la vitesse à cet endroit-là, on va prendre le point juste après, et donc cette fois-ci, on va prendre la distance qui est entre le point Mn et Mn plus 1, ici, donc ça fait une distance un petit peu plus courte, et cette fois-ci, par contre, il va y avoir un seul intervalle. Donc ça nous donnera la valeur de la vitesse, par contre, on tracera toujours le vecteur vitesse tangent. Donc soit on prend un point avant, un point après, soit on prend juste le point après et le point en question du milieu. Donc c'est la technique soit des 1, 2, 3 points, ou alors juste les 2 points. Maintenant, c'est la technique de 2 points qui commence à faire son apparition. Donc du coup, on va se retrouver sur le graphique ici, une fois qu'on a toutes les valeurs qui sont données ici. Donc on va, pour bien voir la différence, on va faire la technique des 3 points d'abord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me mets à un endroit, il va falloir que je trouve la distance. La distance, ça va être quoi? Ça va être la position, donc après, moins la position avant. Et je vais diviser par, donc, le temps après, moins le temps avant. Mais donc, en positionnant, donc, si je prends le point du milieu, je m'occupe du point après et du point juste avant. Ça donne ça. Donc, c'est en négatif. Pourquoi? Parce que le y il baissait. Donc, forcément, ça voulait dire que le vecteur vitesse, ou la valeur de la vitesse, donc elle était dans l'autre sens, négative. C'est-à-dire que le y baisse. Donc, ça veut dire que le vecteur vitesse, il est orienté vers les y négatifs, puisqu'on avait dit dans le cas qui était ici, on avait y qui allait vers le haut. Donc comme l'objet tombe, ça veut dire que le vecteur vitesse va aller vers le bas, donc il va bien être dans les y négatifs. Donc ici, par contre, ça c'est un point aberrant puisque j'ai pas de valeur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Celui-là, je suis obligé de l'enlever. Le premier, je peux pas le prendre non plus parce que j'ai pas un point encore avant. Donc maintenant, on va comparer avec la vitesse, donc, avec la technique des 2 points. Donc cette fois-ci, on va calculer. Donc je prends le point juste après, moins la position du point en question. Donc ça me donne la distance parcourue. Donc c'est la différence des deux positions, divisé par la durée, donc du point juste après, moins le point en question. Donc ça va nous donner ça. Donc maintenant, je recopie. Alors l'avantage, c'est que ici, alors, le premier point, je peux l'avoir, parce que j'ai pas besoin d'avoir un point encore avant. Par contre, le dernier point, qui est ici, là, je ne peux pas l'avoir de la même manière, parce que là, j'ai plus de valeur ici, donc ça n'a aucune cohérence. Alors, au niveau des valeurs, on peut remarquer qu'on a des légères différences. Ici, bon, c'est assez flagrant au début, ça l'est un peu moins donc après. Donc vous voyez que selon qu'on prend la technique des 3 points, avec le point avant ici ou après, ou alors la technique des 2 points, donc c'est-à-dire qu'on prend le point juste après et le point en question du milieu en fait, on voit qu'on a des valeurs qui sont quand même un petit peu différentes. Donc on vous le dira de quelle technique il faut prendre. Si je m'occupe des x avec la technique des 2 points du coup, donc ça veut dire qu'il faut que je prenne la position après moins la position en question divisé par le temps après moins le temps en question, du point en question. Et donc ensuite je vais copier. Voilà, jusqu'ici. Et on voit que on est autour de 0, un petit peu négatif, un petit peu positif. Donc ça veut dire que globalement, on n'a pas de vitesse selon x. C'est-à-dire que comme cela ne se déplace pas selon le vecteur x, j'ai pas de vitesse horizontale en fait. J'ai pas de mouvement vers la droite ou vers la gauche. Donc j'ai pas de vitesse vers la droite ou vers la gauche, j'ai pas de vitesse vx. Par contre, j'ai de la vitesse vy. Donc ça veut dire que cette colonne-là, je ne vais pas en tenir compte ici. Je vais pouvoir oublier. Je vais rayer tout ça. Donc, vu qu'on a vu que la position, elle varie, la position surtout y varie, donc on a une vitesse qui va varier. Pareil, ça, je ne vais pas m'en occuper. Je vais prendre la situation à 2 points. Voilà. Et donc, comme la position, elle varie, je vois que j'ai une vitesse. Mais comme je vois qu'ici, j'ai la vitesse qui varie, donc je vais avoir ce qu'on appelle une variation de vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle un delta V.
et qu'on compare par rapport au temps, ici. Donc ce que je vais faire la même chose. Donc je vais m'occuper, donc je vais faire delta VY. Donc quand je fais un delta, ça veut dire que je vais faire une différence. Donc je vais faire une différence de quoi? Je vais faire une différence de VY juste après, moins VY au point milieu. On pourrait dire le point milieu. Donc je divise ensuite par le temps juste après, moins le temps en question. Voilà. Donc j'ai bien un delta, j'ai fait une différence des VY ici entre les deux. Voilà, différence des VY divisé par delta t, donc la différence des deux temps. Ici. Je recopie ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc celle-là aussi, elle est aberrante parce que je me retrouve là dans le vide ici. Donc celle-là, je vais l'enlever. Et je me retrouve avec des valeurs qui varient plus ou moins. Et je vois que c'est quand même à peu près constant. Ça monte, ça redescend, ça remonte. C'est à peu près stable, ça remonte, ça redescend. Donc ça veut dire que j'ai une certaine variation en fait. Mais autour d'une valeur moyenne. Donc je vais pouvoir le calculer. Donc hop, ici, et on trouve à peu près 10, moins 10. Alors, moins 10, en sachant qu'on avait le vecteur y qui était vers le haut. Hein. Donc, moi, j'avais pris vers le haut, mais en fait, vers le bas, pardon. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, pour qu'on ait des y positifs, et notamment qui descendent, ça veut dire que l'axe y était vers le haut. Si j'ai delta V négatif, ça veut dire que je vais vers le bas en fait. J'ai une direction vers le bas et donc à une valeur de 10 ici. Donc ça veut dire que la valeur de la vitesse va varier toujours de la même manière, à peu près autour de moins 10 valeurs par seconde. Alors dans le logiciel scientifique, ils peuvent tracer directement les graphiques. Donc au niveau du tableau, on a la même chose. On a Vx, Vy, donc le delta Vy sur dt en fait, divisé par le rapport au temps. On voit qu'on a des valeurs donc pareil autour de 10, grosso modo. Là, je vais mettre en nombre, ici, tac. Bon, après, il y a des petites variances parce qu'il y a un point qui a été pas très bien tracé. Donc on va voir tout ça. Donc si je vais sur graphique, au lieu d'être d'un tableau comme si c'était un Excel, je vais dans graphique. Donc je repère en bleu le Y. Donc le Y, je vois qu'il commençait à un 38, hein, c'était un 37 ici. Donc, et je descends, au début je descends doucement, la balle n'a pas eu le temps de prendre de vitesse, et après je descends de plus en plus vite. Le Y, il est où? En fait, le X, pardon, le X je ne vois pas, pourquoi? Parce que les points sont très légers, voilà, il se retrouve en bas. Et on a presque tout le temps 0 en fait. Même s'il y a des petites variations, on pourrait se dire, oh, ça varie un petit peu les X, là ça bouge. Mais en fait, comparé aux valeurs de Y, on se rend compte que finalement le X, il est finalement quasiment tout le temps égal à 0. Maintenant, au niveau des vitesses, alors, au niveau de la vitesse, Vx, comme c'était x tout le temps égal à 0, ça veut dire que j'ai pas de vitesse selon x. Donc c'est tout le temps égal à 0. Ici, je ne bouge pas de droite à gauche. Par contre, selon l'axe y, je vais bouger de haut en bas. Et notamment, voilà, on va se retrouver comme ceci. On va bouger. Alors ce point-là, il n'est pas terrible. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux modéliser et j'ai l'impression que c'est aligné. Donc je vais voir si je peux modéliser avec une droite. Et en fait, je l'avais déjà fait. Donc je vais vous le montrer. Voilà, c'est ici. J'ai modélisé avec une droite. Je me trouve avec une équation ici. Je vois que ce point-là, il est un petit peu trop bas, ce point-là, un petit peu trop haut. Mais j'ai quand même une droite moyenne qui va me donner une direction. Ici. Donc ça veut dire que la vitesse verticale, elle va dépendre du temps. Donc du coup, la vitesse verticale, elle va être de la forme a fois t. C'est comme on a a fois x pour des fonctions affines. Ou linéaires, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on passe par l'origine. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé mon Vx, je vais venir ici, j'ai tracé mon Vx qui valait 0, mon Vy, lui, qui était négatif, c'est bien ce qu'on a ici, Vy négatif, ici, hop, là, de plus en plus négatif, voilà. Et du coup, j'ai mon delta Vy sur delta t que je peux tracer, et si je le trace graphiquement ici, donc c'est mon delta Vm, voilà, c'est plutôt ici, tac. Voilà, ça me donne des points. Alors, on pourrait se dire, hop, celui-là, il n'est pas terrible. Effectivement, forcément, ça venait du point Y, là, qui n'était pas terrible. Il était un petit peu trop haut. Donc, du coup, ça fausse la variation, en fait.
Et donc, si je me mets ici, voilà, ça fausse sa variation. Donc ce point-là, on peut l'oublier les 3 points des autres. Et on a des variations qui sont un petit peu élevées. Mais par contre, lorsqu'on fait la valeur moyenne, on remarque qu'on a quand même une droite. On est un petit peu en dessous de 10 ici. C'est ce qu'on avait trouvé. On était à peu près autour de 10 ici. Alors pourquoi on n'a pas tout à fait la même chose? Parce que là, j'avais utilisé la technique des 3 points pour faire tous mes calculs. Hop, Vx, et notamment Vy. Voilà. Alors, je vais recommencer. Je vais plutôt prendre celui-là, par exemple. Ah non, j'étais à la technique des 2 points. Ici, j'ai le point 4 moins le point 3. J'étais resté à la technique des 2 points, finalement. Bon, alors peut-être que j'ai peut-être pas tout à fait les mêmes valeurs qui sont ici par rapport à mon tableau. Il y a peut-être une petite différence, effectivement. Donc voilà, on est autour de 10. Et donc, si je prends ma courbe, mon graphique, pour dVy, on est voilà, autour de 10, un petit peu en dessous, pour cette valeur de variation de vitesse par rapport au temps, dans le temps. Donc ça veut dire que la vitesse va varier toujours de la même manière dans le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on regarde sa courbe, on a une droite, ça varie tout le temps de la même manière, puisqu'à chaque fois que j'augmente le temps, par exemple de 50 millisecondes, je vais tomber de la même valeur. Tac, 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 je tombe de la même valeur à chaque fois que j'avance de 50 millisecondes. Donc c'est pour ça que ça me fait une droite. Alors pour retrouver l'Excel, vous l'avez dans le Drive en fait, qui s'appelle chute 1 libre pointage. Voilà, vous avez donc différentes choses à faire, à voir aussi. Donc le vecteur variation de vitesse, comment on le trace. Donc 2 fois en fait. Ici, alors vous avez la même chose, vecteur vitesse, vecteur accélération. Le vecteur accélération, ça correspond à delta V sur delta T en fait. Donc c'est ce que j'ai fait dans la dernière colonne de la manipulation. Donc vous avez tous les docs en fait qui sont dans le drive.